Les études sur les formes musicales sont innombrables. On les répartit souvent en deux groupes principaux, celles qui assimilent les formes à des genres, voire des styles, fugues, concertos, gavottes, récitatifs, etc., et celles qui, faisant plus ou moins abstraction des connotations fonctionnelles ou stylistiques, s'attachent à analyser de pures organisations structurelles, les architectures sonores temporelles. Je me propose ici de montrer que, loin de représenter une alternative, ces deux approches sont nécessairement complémentaires, dans la mesure où beaucoup d'organisations temporelles sont des universaux et, à ce titre, ne peuvent pas être réduites à des choix culturels. Une musique qui se déroulerait comme une suite indéfinie d'instants imprévisibles échapperait à toute forme. On pourrait croire que certaines improvisations ou certaines séquences de type narratif en donnent des exemples. Qu'elles figurent alors des images de liberté ou celles d'un pur chaos, c'est cependant qu'une utopie. Le cerveau de l'auditeur est marqué par l'apprentissage du langage. Je ne me prononce pas pour l'instant pour savoir si celui-ci est antérieur ou postérieur à la musique dans l'humanité. Et par cette formation, il découpe toute chaîne sonore en éléments pertinents. Il place donc de toute manière des balises en fonction des pauses, des contrastes et des récurrences, et peut donc donner une forme même à l'informel. S'il n'y parvient pas, alors il rejette comme bruit ce qu'il entend. Fausse manœuvre. Voilà. Et à propos de ce bruit, il y a là, au milieu de la diapositive que vous voyez, deux citations qui donnent une idée de ce que peut être le bruit pour des gens évolués, comme Prosper Mérimée, qui, après avoir entendu l'ouverture de Tannhäuser, dit « Il me semble que je pourrais écrire demain quelque chose de semblable en m'inspirant de mon chat marchant sur le clavier d'un piano ». Et une critique parue en 1872 sur un concerto de Liszt dit « It's gaudy musical harlotry, savage and incoherent bellowing », ce qui se traduit aimablement par « c'est du tapin musical criard, des mugissements sauvages et incohérents ». Donc l'appréciation du bruit est donc un problème qui n'est pas d'abord acoustique, mais qui est d'abord culturel. Et il s'agit de savoir si l'identification d'une musique si la musique est acceptée après avoir été identifiée comme musique ou si elle va être rejetée. Mais il s'agit aussi d'évaluer la perception, pour qu'il y ait musique, d'une dialectique entre invariant et variation. Et c'est lorsque cette perception des invariants est trop difficile que l'auditeur rejette ce qu'il entend comme bruit. Réciproquement, une séquence de sons non définis culturellement comme musique peut éventuellement être acceptée à l'écoute comme musique, qu'il s'agisse du vent, de certaines pratiques liturgiques ou d'un chœur de loup. On aurait peut-être tort dans ce dernier cas de parler d'une interprétation purement métaphorique. Depuis qu'existent des enregistreurs et des analyseurs sonores, on peut mettre en évidence une grande quantité d'analogies structurelles entre de tels phénomènes et ceux des musiques reconnues. Si l'on a renoncé depuis longtemps à établir une distinction purement acoustique entre bruit et sons musicaux, il convient aussi, sans doute, de réévaluer cette distinction selon des critères formels plus généraux. Le monde des bruits n'est pas un pur chaos, et inversement, celui des musiques ne se confond plus depuis longtemps avec un ordre apollinien. Ce qui les différencie est essentiellement qualitatif, la perception d'une intelligence incarnée dans la dialectique entre invariant et variation, ce qu'on appelle, faute de mieux, un sens musical. Encore faut-il observer qu'une part importante des musiques savantes ou populaires illustre depuis le XXe siècle une toute autre fascination pour une immersion dans un temps informe, indéterminé, en rupture avec tous les modèles justifiant l'appellation métaphorique de langage musical. De John Cage aux rave parties, un rejet de toute dialectique s'affirme en effet
contre l'idée même de forme et de sens musical. Cette démission de la raison peut passer aux oreilles de certains pour une libération de l'inconscient. Je ne m'attarderai pas, j'en parle ici plutôt par prétérition. L'écriture des partitions, d'une précision sans cesse accrue depuis plus de 2 siècles, avait abouti à cette rupture, réintroduisant une part délibérée d'indétermination. Par une surenchère fréquente dans ce genre d'évolution, elle a même pu être remplacée dans les musiques dites intuitives d'un Stockhausen par une invitation à la plus extrême subjectivité de l'interprète, en substituant aux idées musicales du compositeur cette subjectivité et en remplaçant la notion d'œuvre par celle d'un moment vécu. Un exemple typique est Aus den 7 Tagen en 1968, où la partition est remplacée par un texte mystico-philosophique d'inspiration zen qui dit « Ne pense à rien, attends jusqu'à ce que tu sois absolument calme en toi-même. Quand tu as atteint cela, commence à jouer. Aussitôt que tu commences à penser, arrête et essaye d'atteindre encore l'état de non-pensée, puis continue de jouer. » Évidemment, là, parler de forme musicale paraît singulièrement impossible. En revanche, parmi les musiques présentant des structures temporelles perceptibles et consciemment développées, il convient de ne pas négliger celles dont la forme, au lieu d'être fixée sur une partition, est un aide-mémoire, supposant des références et des habitudes implicites. Une partition du XIe siècle est justement un tel aide-mémoire, partition pneumatique. Un raga indien, un maqam arabe, un dasgah iranien consiste en un ensemble de motifs et de règles que l'improvisateur doit scrupuleusement respecter. Les modes, entre guillemets, les modes grecs antiques appartenaient à cette même catégorie de programmes au sein desquels le choix d'une échelle de hauteur ne représente qu'une des composantes. Les formes ouvertes des années 50 et 60 ne déterminaient par principe jamais 2 fois le même déroulement temporel. Il est arrivé qu'on substitue à l'idée de forme et d'œuvre, sous-entendu fixée, celle de processus. À ce titre, des logiciels ont pu être déclarés en tant qu'œuvre musicale. J'ai proposé d'emprunter à la biologie les termes généraux de génotype pour désigner de tels programmes qui définissent des équilibres spécifiques entre déterminisme et liberté, et de phénotype pour désigner les réalisations sonores réelles qu'elles résultent de tels programmes ou d'une écriture plus précisément déterminée. Le XXe siècle n'a pas seulement exploré de nouveaux langages musicaux, entre guillemets, quelle que soit la justesse du terme. Il s'est attaché à réécrire l'histoire en fonction de ces innovations. Il leur a parfois trouvé des ancêtres méconnus et il a renouvelé le regard porté sur ce qui auparavant allait de soi. L'enseignement reposait sur une grammaire tonale, codifiant et normalisant des règles déduites des œuvres considérées comme exemplaires. La majorité des productions industrielles mondiales continuent d'ailleurs encore aujourd'hui à dépendre de ces routines. Des simulations informatiques formellement accomplies ont illustré, sinon la pertinence, du moins la productivité de ces règles. Un peu comme des logiciels ont pu battre les meilleurs joueurs d'échecs, d'autres logiciels, depuis plus de 20 ans, sont aptes à créer par exemple une infinité de chorales ornées dans le style de Bach ou de fausses cantates de Legrenzi, les uns et les autres acceptables à l'écoute comme des compositions cohérentes. Cela signifie d'une part que la qualité de l'analyse formelle ayant précédé la création des algorithmes de simulation était suffisamment approfondie pour qu'une grammaire complète engendre des énoncés corrects. Les plus grands compositeurs, et Bach en tête, ont su effectivement mettre en œuvre des grammaires telles qu'ils puissent, même en l'absence d'inspiration véritable, même en l'absence d'inspiration véritable, répondre correctement à des commandes urgentes, par exemple. L'écart entre ces grammaires génératives, plus ou moins consciemment définies,
et une invention renouvelée, et comme telle reconnue plus authentique, et parfois très réduit. Un jeu de dés, publié en 1787 sous l'étiquette sans doute trompeuse de Mozart, permettait déjà de composer environ 46 000 milliards de valses ou menuets et autant de contredanses sans connaître même les bases de la composition. Un demi-siècle plus tard, Baudelaire a osé écrire dans une de ses fusées provocantes « Créer un poncif, c'est le génie, je dois créer un poncif ». On voit que pour parler des formes musicales, on ne peut se contenter ni d'une approche cognitiviste, qui se place du point de vue de l'auditeur pour évaluer son activité mentale à l'écoute d'une forme, ni d'une approche scolastique qui pose des ensembles de règles comme schématisant le point de vue du compositeur et qui soutient inévitablement l'académisme au détriment de l'innovation. Les logiciels vendus aux analphabètes du XXIe siècle pour qu'ils puissent composer sans rien connaître sont bel et bien les successeurs du jeu de dés de 1787. Les uns et les autres réduisent la création artistique à un simple jeu formel. Une approche anthropologique plus large me paraît plus pertinente pour appréhender les questions que pose l'idée de forme musicale. N'étant pas compétent pour en analyser les aspects psychologiques, je décrirai plutôt quelques observations induisant une réflexion sur certaines données universelles dans l'organisation des séquences sonores. Parmi ces observations, j'ai accordé une place particulière aux signaux animaux, ce qui m'a conduit à fonder une discipline que j'ai osé baptiser la zoomusicologie, qui désormais a ses sites et ses chercheurs à travers le monde. L'écoute attentive des chants d'oiseaux est à vrai dire attestée depuis plusieurs millénaires. Elle répondait à des croyances divinatoires chez des personnages mythiques comme Tirésias ou Siegfried, mais aussi parfois à des écoutes expressément musicales, dont le poète Alcman, esclave lydien naturalisé spartiate au 7e siècle avant notre ère, est peut-être le plus ancien témoin explicite. Les techniques d'enregistrement et d'analyse développées depuis un siècle ont montré à quel point cet intérêt traditionnel était justifié. Elles ont aussi révélé que quelques autres espèces présentaient par leur vocalisation un sujet d'intérêt pour les musiciens et des phénomènes troublants de convergence ou d'homologie. La nouvelle classification phylogénétique situe les oiseaux au voisinage des crocodiles et des dinosaures. Pour un musicien, bien qu'il soit un peu surpris de cette association entre des chanteurs très inégalement doués, il n'y a là aucun sujet de nouveau de vraie perplexité. La classification linéenne n'offrait pas davantage de pistes d'explication pour comprendre pourquoi si peu de mammifères manifestent des dons musicaux et pourquoi certaines espèces aviaires avaient hypertrophié les leurs au point de les individualiser singulièrement, en allant jusqu'à compromettre même leur identification par les ornithologues, sinon par leurs femelles. J'entends bien entendu les femelles des oiseaux. Les ossines, ou oiseaux chanteurs, offrent plusieurs centaines d'espèces que le musicien reconnaît spontanément comme musiciennes. Deux critères principaux le poussent à cette reconnaissance. Certaines sonorités, dont la pureté lui rappelle celle d'instruments aigus, comme la flûte ou le xylophone, et surtout certains procédés qui se révèlent identiques à ceux que toutes les cultures musicales exploitent depuis toujours. Pour en donner un aperçu à des oreilles qui ne sont pas toutes familiarisées avec ce type d'écoute, j'ai choisi un oiseau africain dont le chant se prête bien à l'application de ces deux critères. Il s'agit de Kossufa kuanokhamter, le cossif à ailes bleues, un oiseau forestier qui est répandu en Afrique, de la Côte d'Ivoire au Kenya ou du Mali à la Tanzanie. Voici donc cet oiseau mis en partition, si j'ose dire, avec sur la ligne du haut l'analyse des motifs successifs, où A1 signifie la première présentation du motif A, et A2 sa deuxième présentation, A3 une variante numéro 3, etc. Et donc, on a A, B, C, D, E, F, G qui alternent de façon plus ou moins imprévisible, plus ou moins égale,
et dont le résultat est assez facilement reconnu comme musical par beaucoup d'oreilles. Je vais vous en laisser juge. Non seulement le sifflet de l'oiseau évoque assez fortement des flûtes humaines, mais l'organisation en motifs correspond aussi à une syntaxe fondée sur un jeu entre répétition et variation. Par exemple, on a vu le motif A, parfois abrégé, parfois agrémenté d'une introduction différente, ou repris tel quel avec un taux de répétition fixe du second élément. Par exemple, A3 et A5 sont semblables. Donc, on joue sur les nombres, sur la composition des éléments, sans que le motif puisse devenir imperceptible. Son identité est affirmée. Dans beaucoup de chants d'oiseaux, des procédés aussi fondamentaux que la transposition, l'accéléré, le ralenti, l'ornementation par ajout ou par retrait d'un élément, tout cela est omniprésent. J'insiste sur l'importance de la transposition qui impose nécessairement la perception consciente par l'oiseau du motif en tant que tel, puisqu'il est globalement changé de registre. La présence des répétitions, leur taux et leur organisation peuvent être considérés comme un des critères qui différencient chez nous la parole et la musique, même si la poésie est une forme de langage en qui subsistent des traces de ce trait plus spécifiquement musical. Or, à ce titre, si l'on définit par exemple très largement le refrain par la reprise variée ou non d'un ensemble de motifs qui succède à un autre ensemble, le refrain appartient lui aussi à la majorité des chants d'oiseaux sur des durées parfois de l'ordre de la seconde comme parfois de plusieurs dizaines de secondes. On objectera qu'ici, il y a une fréquente irrégularité des occurrences de ce qui est repris ou qui revient comme un refrain, ce qui fait qu'on peut rarement mettre cela en parallèle très étroit avec l'organisation plus régulière des couplets et des refrains des chansons humaines. Il est vrai que l'identification d'une musique animale n'est généralement pas problématique, elle se fait sans ambiguïté, et il est vrai aussi que la fréquence des sons glissés y est statistiquement supérieure à celle que l'on rencontre dans la musique ou même dans la parole humaine. Messiaen a pu, dans certaines œuvres, abandonner l'usage d'un chant précis pris comme modèle et employer ce qu'il appelle le style oiseau, c'est-à-dire que par-delà les formes hautement variées du chant individuel, par-delà les accents régionaux qui différencient des sous-espèces d'oiseaux, et par-delà les espèces elles-mêmes, certains traits communs appartiennent à tous les ossines, les oiseaux chanteurs, et peuvent faire l'objet d'une synthèse, voire même peut-être d'une grammaire. Le rapprochement que je propose entre une minorité de structures sonores d'origine animale et certains traits musicaux universels n'a pas de valeur probante si l'on s'en tient aux seules comparaisons phénotypiques. Leur interprétation suppose qu'ils prennent une valeur d'indice au sein d'un panorama plus large et qu'on aille voir un peu plus en profondeur. Les ossines appartiennent au clade des diapsides,
Cependant, une majorité des oiseaux ne présentent pas la même créativité musicale. Et naturellement, les lézards non plus que les crocodiles ne seraient sans doute pas rangés dans le même taxon si l'on privilégiait les signaux sonores comme critères. Quant aux dinosaures, les films de science-fiction leur prêtent plus volontiers des mugissements chaotiques que des motifs sonores organisés. Si les caractéristiques des signaux sonores n'ont jamais eu le poids taxonomique des anatomies, c'est peut-être parce qu'on n'a jamais eu, jusqu'à récemment, les moyens de les analyser avec la même précision. Mais c'est surtout que leur occurrence chez telle espèce plutôt que telle autre paraît relever d'une distribution irrégulière et imprévisible, donc d'un très faible potentiel explicatif en termes d'évolutionnisme. Ce n'est donc pas en soulignant seulement les ressemblances phénotypiques entre les musiques animales et humaines qu'on peut convaincre les sceptiques de les écouter de plus près. C'est plutôt en analysant les éléments génotypiques qui semblent illustrer des choix, donc des catégories mentales chez l'animal comme chez l'homme. L'organisation strophique est universellement attestée dans l'espèce humaine. On la retrouve dans les laisses assonancer des chants guerriers amhariques en Éthiopie, aussi bien que dans celle de la chanson de Roland de notre Moyen-Âge. On a de même, par exemple, des quatrains organisés autour de 2 familles de tons en chinois, ton plat et ton modulé, autour de 2 rimes en français, autour de 2 mètres chez Sappho, qui trahissent une analogie de structuration. Comme la musique classique européenne a cultivé des formes fortement analogues à celles du langage, et que la poésie, pour faire très court, manifeste de maintes façons la persistance dans le langage de valeurs musicales, on y rencontre partout des phrases de 4 mesures à 4 temps dont il est facile de souligner l'analogie d'organisation. Des chansons structurées en couplets et refrains ont été retrouvées sur des papyrus grecs déjà, comme dans une grande majorité des cultures décrites par les ethnomusicologues avant l'ère de l'uniformisation industrielle. Or, la strophe est également fréquente chez l'animal. Si on la définit selon 2 critères formels, un ensemble court organisé selon 1 ou 2 lois simples, répétant un module génotypique avec des variations phénotypiques. Un de ces 2 critères est temporel. L'intervalle entre 2 strophes de longueur semblable est plus grand qu'entre des motifs internes de la strophe. Et le second est structurel. Par exemple, chaque rouge-queue noire n'a guère qu'un répertoire individuel de 2, parfois 3 strophes différentes. Et là où de meilleurs musiciens varient leur contenu, ils se contentent de les reprendre presque tels quels. Mais il introduit un élément de variation qui est l'alternance généralement imprévisible de l'une ou l'autre. Voici schématiquement comment sont organisées les strophes de 4 rouge-queues différents. Le premier présente une structuration que Messiaen aurait qualifiée de non rétrogradable, c'est-à-dire qu'autour d'une forme centrale symbolisée par la lettre C, on a 2 formes symétriques dont l'une est la récurrence de l'autre. Là, c'est une régularité assez exceptionnelle, mais d'autres rouge-queues noirs s'organisent très différemment. Le second donne une prépondérance à la première des 2 strophes, A. Le troisième jongle de façon très imprévisible avec les 2 strophes, A, B, B, A, A, B, A, B, A, B, A, A, B. Et le dernier varie davantage chacun des 2 éléments, mais on a toujours une structuration à peu près analogue d'un chant et des 2 strophes alternant dans ce chant. Si les oiseaux chanteurs étaient des animaux-machines, la distribution des éléments répétés devrait correspondre à des lois seulement statistiques. Si au contraire ce sont des sujets musiciens à un niveau peut-être probablement rudimentaire, les modalités de la répétition peuvent s'interpréter comme des choix spécifiques ou individuels, traduisant des catégories mentales au moins implicites. Par exemple, les motifs d'un rouge-gorge, que Jean-Claude Brémond estime à un nombre considérable, de l'ordre de 1300 pour chaque individu, font pour la plupart alterner 2 registres de hauteur.
Il y a donc là l'équivalent d'un paradigme commun associé à des centaines de motifs, par ailleurs tous différents. L'organisation de la strophe de Rossignol répond aussi à des règles mettant en jeu notamment des paradigmes de tempi et de taux de répétition. C'est cette organisation de la répétition selon des règles repérables qui permet de comparer les sons concernés à des phonèmes et leur assemblage à une syntaxe, mais c'est une simple image. Dans plusieurs cas, cette syntaxe suppose une conscience au moins rudimentaire des paradigmes qu'elle manipule. Et le degré d'abstraction dont l'oiseau est capable apparaît, à mon avis, nettement dans le fait que parmi ces emprunts figurent des alarmes, c'est-à-dire des signaux dont la valeur sémantique de danger est interspécifique. C'est un peu une sorte de SOS international. Or, la Rousserolle-Verderolle, étudiée par Mme Dowsett-Lemaire, est capable de déconnecter de cette fonction sémantique l'alarme qu'elle emprunte à un autre oiseau et de l'intégrer dans sa syntaxe personnelle. Tout se passe comme si les qualités sonores formelles de l'alarme empruntée l'emportaient sur leur valeur sémantique normale. Et cela semble prouvé par de nombreux cas où des éléments d'abord imités avec une absolue fidélité dans leur succession d'origine sont ensuite remaniés pour s'organiser selon une syntaxe propre à l'oiseau imitateur. Si cette métamorphose d'un signal en signe n'appartient pas au domaine musical, à quel autre domaine ressortit-elle ? Son avantage évolutif me paraît pour le moins douteux. Voici quelques exemples d'imitation intégrée selon un principe d'alternance formelle. Il s'agit d'abord chez la Rousserolle-Verderolle de l'intégration d'un son A emprunté à l'hirondelle de cheminée et alternant ensuite avec une note propre. Je vous le fais entendre successivement à la vitesse réelle, ça défile assez vite, et ensuite à une vitesse ralentie 2 fois. Deux processus sont à l'œuvre, la simplification ou l'élimination et l'alternance. La simplification ou l'élimination est un procédé très familier chez Beethoven, par exemple. Le développement d'un thème beethovénien peut se faire classiquement par ajout d'ornement, mais il peut se faire aussi par réduction à un squelette. La fin du prélude de l'après-midi d'un faune de Debussy procède exactement comme ça. Le thème est éliminé, c'est-à-dire réduit à quelques notes de repère. Ce qui montre bien qu'il ne s'agit pas d'une combinaison fortuite, c'est la présence dans le chant du même individu de l'oiseau musicien numéro 6 de schèmes identiques mais appliqués à d'autres matériaux. En voici un autre exemple. Donc là, il y a A. On entend plus facilement les différences une fois ralenti. Donc la bergeronnette printanière et la linotte font partie du bagage culturel de la Rousserolle-Verderolle qui s'exprime. Et vous voyez qu'elle procède avec elle fait ses variations selon les mêmes principes. Le motif faisant se succéder A et BC est simplifié à la quatrième occurrence en BC. Elle introduit timidement d'abord l'élément D différent pour le faire alterner et le répéter avant d'utiliser la bergeronnette printanière pour une rupture qui va amener un autre tempo et une autre référence, la note de linotte. Les affinités de certains signaux animaux avec la musique ne concernent pas seulement des traits d'organisation sonore. On rencontre aussi des observations de type sociologique qui manifestent au minimum une certaine convergence. Les polyphonies animales ne sont pas complètement comprises si on se limite à des critères réputés utilitaires.
Le duo, par exemple, concerne environ 40% des espèces des oiseaux tropicaux. Bien sûr, il peut favoriser la stabilité des couples qui se reconnaissent, mais il n'y a pas que les duos, il y a aussi des trios et des quatuors. Et ces trios et ces quatuors, soit intraspécifiques, soit interspécifiques, il est tout de même plus difficile de les interpréter. Alors, lorsqu'un oiseau imite des espèces de son environnement, et quelquefois avec une telle fidélité qu'il faut longtemps observer avant de s'apercevoir que c'est un imitateur et non pas l'oiseau imité. Quel est l'avantage? Alors, je crois que des biologistes ont trouvé une explication qui est qu'un mâle manifestant sa virtuosité étale en quelque sorte un bagage culturel et donc se présente comme un bon reproducteur possible. Mais si ce bagage culturel est totalement emprunté, alors l'avantage évolutif disparaît parce que la femelle va être trompée et du coup, il n'y aura pas d'enfant. Et puis, il y a quand même beaucoup d'oiseaux qui se contentent de très peu et qui se reproduisent aussi bien que les autres. Un simple cocorico fait parfaitement l'affaire. Et je crois qu'on n'a pas mis en évidence l'existence d'une corrélation entre célibat et médiocrité sonore. Donc, il y a peut-être quelque chose qui peut être envisagé comme une dimension esthétique. Alors, pourquoi les oiseaux seraient-ils artistes? On admet en général que le jeu existe chez les animaux. Alors, c'est peut-être une hypothèse plus acceptable si on dit qu'il s'agit d'un jeu sonore. Alors, comme jeu sonore, c'est conforme aux habitudes d'interprétation de beaucoup de biologistes et c'est peut-être acceptable. Mais les oiseaux sont parfois aussi, comme l'oiseau jardinier, de grands peintres et de grands créateurs d'installations. On sait bien qu'il y a des oiseaux qui peignent tout en bleu. Enfin, il y a une espèce qui peint tout en bleu dans son boudoir et que la femelle inspecte soigneusement le boudoir avant de s'aventurer dedans. Et s'il est suffisamment bleu et varié, si les fleurs ont été renouvelées, sont bien fraîches, la femelle peut avoir des faiblesses. La question essentielle que posent les ressemblances auxquelles j'ai fait allusion, cette question essentielle de ces ressemblances entre signaux animaux et musiques humaines est sans doute la suivante. Faut-il parler de convergence ou d'homologie? Dans la première hypothèse, ce serait ce qu'on appelait autrefois des jeux de la nature, et ces apparences ne mettraient pas en cause les classifications habituelles ni les opinions dominantes sur les capacités intellectuelles de l'oiseau. Dans la seconde, en revanche, s'il s'agit d'homologie, alors ça veut dire que ces phénomènes, chez l'homme comme chez l'animal, reposent sur une structuration en partie identique du cerveau, et jusque dans le domaine culturel qui longtemps a été réputé un privilège purement humain. Alors si cette dernière interprétation doit être retenue, il faut donc admettre que les phénomènes esthétiques sont présents bien au-delà de l'espèce humaine, et ils ont déjà été supposés, décrits ou analysés par des philosophes comme Étienne Souriau, Charles Hartshorne ou Philippe Descola, mais aussi par quelques zoologistes comme Otto Köhler, William Thorpe ou John Hall Craggs. On pourrait, sans les idéaliser outre mesure, les rattacher aux conduites ludiques, donc. Et si l'art est chez l'homme une part d'enfance persistante et sublimée, et si à ce titre nous sommes une espèce néothénique, l'hypothèse de l'homologie peut paraître acceptable. Pour la plupart des gens et la majorité du monde scientifique, parler de culture ou de beauté à propos de l'animal relève de l'anthropomorphisme. Cependant, refuser l'idée qu'une fonction esthétique puisse dépasser l'espèce humaine, c'est isoler l'homme au sein du monde vivant, ce qui peut passer à son tour pour un préjugé anthropomorphique. Celui-ci se justifie de moins en moins, car si le foie d'un babouin peut, sous certaines conditions, fonctionner dans un organisme humain,
On ne voit pas bien pourquoi le phénomène musical n'existerait pas aussi en dehors de l'espèce humaine. On objectera que les animaux ne vont pas au concert. Mais d'une part, l'objet d'art présenté à un auditeur n'est qu'un aspect du phénomène musical. C'est surtout celui de la civilisation occidentale depuis moins de 3 siècles. Il est vrai que les dimensions symboliques et imaginaires liées à la musique peuvent difficilement être attribuées à l'animal. C'est là qu'est le problème. Mais les études de psychologie animale sont en pleine expansion et réservent probablement quelques surprises. Et réciproquement, parmi les phénomènes humains acceptés comme musique, beaucoup sont presque dépourvus de ces dimensions symboliques. Les rave parties ne servent pas à faire rêver, elles servent à empêcher de rêver. Dès maintenant, on peut observer que l'alternance des registres évoqués tout à l'heure chez le rouge-gorge, par exemple, est un schème dont l'abstraction et la généralité sont comparables à celles, par exemple, des rimes en poésie ou des cadences dans la musique classique, sans qu'aucune compétence théorique soit pour autant requise ni dans un cas ni dans l'autre. Les enfants inventant des comptines n'ont pas plus besoin de dictionnaires de rimes que le rouge-gorge n'a besoin d'être musicologue. La capacité à abstraire, bien avant d'être un artifice intellectuel, répond à une loi de survie. Il est d'abord indispensable de classer les sons pour distinguer ceux qui sont hostiles, ceux qui sont neutres et ceux qui sont bénéfiques. La compétence acquise peut ensuite être appliquée au domaine ludique du jeu avec les sons. Un premier pas vers la musique, vers la culture, a alors été accompli. La fixation des formes prises par ces deux sollicitations est, elle, temporaire, relative, plus ou moins complexe et plus ou moins rigoureuse. Elle se stabilise peut-être particulièrement lorsqu'elle correspond à des sommets de civilisation, mais elle est fragile et elle évolue comme le langage et les goûts musicaux. Si un compositeur s'intéresse à des modèles sonores qui seraient communs à des espèces animales ainsi qu'à la nôtre, à la sienne, ce n'est pas par un pur souci de connaissance. C'est sans doute qu'il s'interroge sur ce qu'il y a de naturel chez l'homme et que la création musicale représente, parallèlement à la connaissance scientifique et aux autres arts, un espace de questionnement et non seulement d'excitation émotionnelle. Le culte de la modernité au XXe siècle a connu 2 phases principales. Aux prétentions démesurées du début a succédé une phase de reflux dans laquelle nous baignons encore. La première phase s'appuyait sur la diversité des esthétiques pour en inférer qu'elle autorisait la création de langues artificielles. Schoenberg et ses épigones ont poussé à l'extrême le rejet de toute référence à des données naturelles, considérées seulement comme des préjugés et des obstacles à la liberté créatrice. La musique se satisfaisait et se vantait d'être le seul art sans référent. La relativité des valeurs culturelles n'entraînait pas seulement un vaste scepticisme concernant les hiérarchies et les académismes en usage, elle incitait à un déploiement illimité de cette liberté créatrice. C'est seulement lorsque la création de codes sans cesse nouveaux a fini par compromettre la réception des messages par lesquels on prétendait les illustrer qu'on a commencé à mettre en doute ce bel optimisme. La réaction a été d'autant plus forte que la fuite en avant avait été imprudente et les musiques d'un passé de plus en plus lointain, du coup, ont été valorisées comme les substituts d'une créativité fourvoyée. La recherche des archétypes à laquelle je me suis essayé ne correspond pas à une recherche scientifique et n'est pas désintéressée, mais plutôt à un repérage territorial préalable à une nouvelle mise en culture. Il s'agit de rejeter certains OGM musicaux suspects sans pour autant revenir aux variétés sauvages ni à des cultivars de musée. Évaluer le poids des sollicitations archétypales en musique devrait permettre d'éviter de créer des variétés peu fiables, mais sans suivre pour autant les seules ornières déjà bien tracées. L'universalité de certains processus fondamentaux comme l'ornementation, la transposition, la modulation, et celle de certaines formes musicales comme le refrain, la strophe, l'ostinato ou la litanie, incitent à ne rechercher l'innovation qu'en toute connaissance de cause et à ne pas se satisfaire d'une expérience pour voir, ni d'une transgression devenue à son tour conformisme, sans qu'on semble s'en être toujours avisé. Il se peut que dans nos cerveaux se rencontrent des schèmes typiques, archétypiques, dont l'efficacité serait innée mais diversement activée et plus ou moins masquée par la diversité culturelle.
Leur présence jusque dans le règne animal laisse supposer qu'ils émanent de structures neuronales et je compte sur Jean-Pierre Changeux pour éclairer les dimensions épigénétiques qui leur permettent de s'exprimer sous forme de création originale. Il est vrai que bien au-delà des formes classiques, sonates, lieds ou rondeaux, la modernité militante a su créer au XXe siècle quelques formes musicales inouïes et cependant viables, sans qu'on puisse les rattacher à aucune tradition ni aucun archétype. La grande déchirure initiale des Métastasis de Xenakis ne renvoie par exemple à aucune forme connue. J'ai pour ma part exploré des formes en spirale, correspondant à des types de répétitions variées, dépourvues de références classiques. L'inventaire des archétypes est encore très incomplet, et d'autre part, rien ne prouve que toute forme musicale prégnante doive nécessairement se référer à des archétypes. Non seulement il se peut que la filiation entre telle forme nouvelle et telle impulsion naturelle n'apparaisse pas tout de suite, mais encore il reste aux innovations culturelles un passionnant espace de liberté que la reconnaissance des relatives contraintes naturelles ne doit pas conduire à sous-estimer et encore moins à renier. Il ne saurait y avoir de querelle entre naturalisme et culturalisme en musique que si un esprit de système prétendait en évincer un autre. J'espère échapper à un tel abus idéologique et mes réflexions sur quelques données universelles des formes musicales ne me conduisent pas à proposer un nouveau système de composition. Contre certains excès théoriques passés, elles me servent tout au plus de garde-fou.